Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Thomas Boisson, je suis le directeur de l'IPI à Lyon, qui est une école d'informatique. Et on se voit ce soir pour un live autour des métiers du développement. Alors, le thème du numérique, des enjeux de transformation digitale de nos entreprises, du développement au sens large, on en entend beaucoup parler dans la société. Mais pour autant, quand on veut se faire une idée concrète de ce que sont les métiers derrière, eh bien, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Donc j'ai le plaisir ce soir d'accueillir deux, deux développeurs. Le premier est Alexandre Petrio, il est responsable d'équipe de développement. Et le second est Hugo Mercier, il est développeur en alternance. On va donc essayer d'évoquer ce que sont les métiers du développement, à la fois les métiers du développement d'aujourd'hui, en 2022, mais aussi d'essayer de se projeter sur les tendances pour voir ce que deviendront ces métiers dans quelques années. Alors, Alexandre, bonsoir. Je vais commencer par toi. Donc, est-ce que tu peux un peu te présenter et puis nous parler des métiers? Je crois que en tant que développeur, tu en as déjà fait plusieurs, à pouvoir nous donner déjà un aperçu d'une palette que peuvent être différents métiers dans le domaine du développement numérique. Oui, bonsoir tout le monde. Merci déjà pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous pour parler de ce métier de développeur, qui est effectivement un métier qui veut dire beaucoup de choses. En fait, le métier de développeur, hein, c'est très vaste, hein. Il y a plusieurs façons d'exercer ce métier-là. Puis c'est pas très connu, hein, pour les gens qui sont pas du métier. Alors pour me présenter rapidement, hein, moi je suis Alexandre Petrio, je suis passionné de développement, on peut le dire, J'ai une dizaine d'années de développement derrière moi, et aujourd'hui je suis freelance, et je me suis tout petit peu éloigné du développement parce que je fais un peu plus du pilotage. Je suis responsable d'une équipe de développement, même de plusieurs équipes de développement. Et donc, bien sûr, je reste très impliqué dans la technique, dans le développement. Dès que j'ai l'occasion, j'en fais aussi un petit peu dans mon coin, que ce soit pour du pro ou pour du perso. Euh, et peut-être que je peux donner juste mon témoignage, hein, de mon expérience pour éclairer un peu les personnes qui nous regardent sur qu'est-ce que c'est que le métier de développeur. Donc, pour ma part, j'ai commencé mon premier métier, c'était donc développeur dans une équipe sur laquelle j'ai travaillé 4 ans. Et c'était donc c'est ce qu'on appelle un client final, hein. C'est-à-dire je travaillais pour une ESN, donc j'étais embauché par une ESN et j'étais envoyé en mission. Donc c'était à Annecy, hein, dans un grand groupe de sport, dans lequel on travaillait dans une équipe de développement, et ça a duré 4 ans. Après ça, j'ai fait 2 années dans une autre entreprise, donc en mission ailleurs, donc toujours du développement. Qu'est-ce que ça veut dire, hein, faire du développement? Ça veut dire qu'on travaille dans une équipe, on développe un logiciel, donc une application que des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers de personnes vont utiliser au quotidien. Et donc on doit développer des nouveaux écrans, des évolutions, corriger des bugs aussi, hein, ça peut arriver. Donc il y a parfois un peu de pression, hein, mais c'est la pression positive, hein. On essaie de faire en sorte que tout marche bien. Donc voilà, 6 ans de développement, vraiment, ce qu'on voit après un développeur full stack, hein, qui développe des écrans. Après ça, j'ai eu l'occasion de monter en expertise et d'avoir le poste plutôt d'un expert technique. Donc pour ma part, expert technique, c'est en fait, ça va aussi dépendre des contextes, hein. Pour mon contexte, c'était d'être au tout début d'un lancement de projet, hein. Donc le projet se lance, on part de zéro, il n'y a rien, il n'y a aucun écran, et donc il faut faire des choix techniques, il faut les justifier, il faut les vendre aux clients. Il faut du coup commencer à développer les premiers écrans et surtout à donner les guides et les bonnes pratiques pour les développeurs qui vont rejoindre l'équipe. Donc au début, on commence petit avec 1, 2 développeurs, et puis ça peut monter très très vite, hein. Ça peut monter à 10 personnes, et même aujourd'hui, on est sur une équipe de développement de 50 personnes.
Donc ça, c'était mon deuxième poste, c'était expert technique. Et puis après ça, j'ai eu la chance d'être lead tech. Donc lead tech, c'est encore un autre poste, une autre responsabilité. Quand on est lead tech, on s'occupe d'une équipe de développement. Donc on reste très technique. Et on est là pour encadrer des développeurs, parfois juniors, parfois un peu plus expérimentés. Ça va dépendre aussi des contextes. J'ai été lead tech pendant 1 an et là aujourd'hui, voilà, ça fait 4 ans aujourd'hui que je suis responsable d'une équipe de développement et j'ai la chance de travailler sur un projet, un gros projet avec des technos attractives et ça fait que commencer, hein, la vie est encore longue, il y a encore plein de choses à faire. Donc là, c'est juste mon petit témoignage de ma petite vision des métiers des développeurs et mon parcours. Et en fait, il y a vraiment plein de façons d'exercer ce métier-là. Merci Alexandre. Donc on le voit déjà au travers des missions même de développement, développement des interfaces, donc la partie plus front, la partie logique et tout ce qui va tourner autour de l'architecture, tout ce qui est derrière, donc tout ce qui est le back, ce qui fait le développeur full stack avec la somme de ces deux compétences, d'un point de vue qui soit technique, c'est souvent comme ça qu'on démarre dans la carrière, et puis petit à petit aller plus sur la partie management de projet, la partie méthode, sur les projets qui sont développés en méthode agile, et puis la partie managériale aussi, quand on vient lead tech, on manage des équipes. Il y a aussi d'autres métiers, les métiers notamment de la TMA, qu'on a parlé, tout ce qui va être résolution de bugs, des équipes qui sont plus chargées de faire le maintien en conditions opérationnelles, ou encore les personnes qui sont chargées du test, parce qu'il faut bien s'assurer que les applications qui sont utilisées par des centaines et des milliers de personnes sont utilisées au quotidien. Donc au final, un métier de développeur, on le voit, c'est tout un panel de métiers. Peut-être me tourner vers Hugo. Donc Hugo est jeune développeur en alternance chez Soprasteria. Soprasteria qui est une ESN. Alors tu en as parlé Alexandre, mais peut-être Hugo, tu peux repréciser. Tous ceux qui nous écoutent savent peut-être pas exactement ce que c'est qu'une ESN. Donc qu'est-ce que c'est qu'une ESN, que fait Sopra, et puis toi, du coup, ce que tu fais dans ce type d'entreprise un peu au quotidien. Alors déjà, donc bonjour à tous. Alors moi, mon parcours est quand même beaucoup moins long en tant que développeur, ce qui est assez logique. Je suis alternant, je suis en master 1, en année de master 1. Soprasteria, donc c'est les leaders européens sur le marché de la transition numérique. Ils ont de très gros clients que tout le monde connaît, l'État, du bancaire, etc. Moi, je suis sur le pôle santé sociale emploi. Donc je travaille pour la CNAF. Voilà. Moi, mes tâches tous les jours, c'est du développement donc pour une application et c'est de l'amélioration sur différentes technologies. Alors en plus, moi, j'ai la chance d'être sur un projet qui a beaucoup de technologies différentes qui sont utilisées. Donc c'est assez stimulant. De toujours, on n'arrive jamais en fait à maîtriser de bout en bout le projet. Donc c'est vraiment cool. En plus, je connais une grosse équipe, il y a beaucoup de partage, donc c'est vraiment un bon truc. Quand tu dis différentes technologies, c'est quoi précisément? C'est différents langages? Ouais, voilà, c'est ça. On a différents langages. On a du Java, du JavaScript qui sont les langages plus utilisés, mais on a aussi des langages un peu plus obscurs entre guillemets, qui sont des langages assez anciens, mais qui sont intéressants. Donc on travaille énormément avec du XML, donc ça. Bon, c'est pas très obscur. Après, on a du XQL qui est la base de données plutôt que du SQL. On a du XSLT, on a du Xform, etc., etc. Donc, on a beaucoup de choses différentes qui sont des langages intéressants. Et surtout, voilà, encore une fois, comme je dis, c'est des langages assez obscurs qu'on voit pas souvent. Et donc, c'est toujours intéressant aussi de voir des langages rarement utilisés. Après, moi, mes journées de développeur, voilà, moi, je suis développeur, donc on me donne une amélioration à faire, amélioration ou correction à faire, et je la réalise suivant après le temps et la difficulté qu'on me donne. Voilà. Ça marche. Parfois, quand on rencontre des personnes qui connaissent pas le monde du développement, ils imaginent le développeur un peu seul derrière son écran. Alors l'un comme l'autre, je vais commencer par Hugo et puis te donner
la parole ensuite à Alexandre. Comment vous réagiriez par rapport à cette vision du développeur? Il y a quelques années de ça, je vous aurais dit que c'est vrai. Maintenant que je suis vraiment dans le bain, c'est faux. Le développeur est très très rarement seul. Généralement, on est au moins 3 ou 4 sur des projets. Il y a tellement aujourd'hui, les technologies sont tellement vastes que tout seul, c'est très compliqué. Et voilà, c'est plus un métier solitaire. Ça l'a été au début, mais ça fait quand même quelques années maintenant que c'est plus un métier solitaire. Alexandre, à la même question, la réaction? Ouais, tout à fait. Hein. C'est vrai que c'est faux. C'est plus du tout un métier solitaire. C'est vrai qu'à une époque, il y avait des gens qui ont pu faire des choses extraordinaires dans leur garage en jogging, hein, ou en pyjama peut-être même. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Hein. C'est vraiment un métier professionnel en équipe, avec des enjeux, avec une somme de travail importante, hein, qu'une personne seule ne peut pas faire. Hein. Développer un logiciel, ça nécessite des centaines de cerveaux, hein, qui vont travailler ensemble. Donc des personnes qui vont travailler, puis des gens aussi qui vont faire en sorte que tout ce beau monde va être coordonné et va travailler ensemble. Et moi, je le vois, je travaille sur un gros projet. En tout, on est une centaine de personnes. En tout, il doit y avoir une cinquantaine de développeurs. Et en plus de ça, ces développeurs vont pas tous travailler ensemble dans une grosse équipe de 50 personnes, parce qu'on sait qu'il n'y a plus vraiment de relations proches quand on est 50, mais on va travailler en équipe de développement à taille humaine entre 6 et 10 personnes, on va dire. Et ces équipes-là ont une vraie entité, travaillent ensemble, font du team building ensemble, font ce genre de choses. Ils choisissent une entité, un nom d'équipe. Il y a une vraie, c'est une petite famille finalement. Hein, donc c'est vraiment un travail collaboratif, très important. Merci. Ce qui ressort finalement de tout ce qu'on s'est dit depuis le début, c'est peut-être j'ai envie de dire le terme de la variété des missions finalement qu'on va pouvoir faire, des missions qui sont techniques, des missions qui sont plus méthodologiques, des variétés de types d'entreprises dans lesquelles on peut intervenir, qu'on soit effectivement chez ce qu'on appelle un client final, une entreprise, qu'elle soit grande ou petite, ou une ESN qui est finalement sous-traitante souvent de grands comptes, mais qui va permettre une diversité aussi de missions, de panels. Au sein même de ces missions techniques, on va avoir une diversité de langages. Hein, c'est ce que tu as évoqué Hugo. Donc, on imagine des fois le développeur faire un peu toujours la même chose de sa journée. C'est complètement faux. Ça va être vraiment quelque chose de complètement différent et qui va changer tout le temps. Et puis, une variété de personnes avec qui on va interagir, ses collègues, puisqu'on travaille en équipe, et puis forcément les personnes pour qui on développe, donc les clients, qu'ils soient des clients internes ou des clients là aussi finaux, forcément une multitude d'interactions. Je pense que ça nous donne une idée un peu plus concrète de ce que c'est que le métier de développeur. On l'a un peu évoqué. Il y a des langages qui sont plus anciens, des langages qui sont plus nouveaux. Il y a des tendances. C'est un métier qui bouge beaucoup. Si on essaye maintenant de se projeter un petit peu sur les tendances et sur ce vers quoi on va pour le métier de développeur de demain. Je démarrerai peut-être par Hugo, même si ton expérience est encore relativement jeune. Quel est ton premier regard, ton premier recul sur ce que tu as pu voir évoluer et un peu ta vision de la tendance de ce métier pour les années à venir? Moi, depuis, on va dire, 5 ans que je m'intéresse au métier, la tendance vraiment que j'ai vue, c'est la disparition d'une plateforme, une application. C'est vraiment, aujourd'hui, on développe une application qui ensuite demande quelques petites modifications pour être portée sur une autre plateforme, mais plus comme avant, de reprendre le développement à zéro. On peut le voir notamment avec des logiciels de VoIP comme Discord par exemple, que beaucoup de gens connaissent, hein, qui fondamentalement, entre la version PC, la version bureau et la version internet, c'est exactement la même chose derrière qui tourne. Voilà. Et aussi, là, je pense que je laisserai la parole pour... il y a aussi le no-code qui arrive, notamment avec celui qui est le plus connu, c'est celui de GitHub, hein, qui est très en avance, je trouve, par rapport aux autres. J'ai eu la chance de pouvoir un peu le tester, et c'est assez hallucinant. Donc le no-code, c'est le fait d'écrire une phrase, alors du coup en anglais, j'allais dire en français, mais non, mais une phrase parfaitement compréhensible pour n'importe qui, et que ça génère
du code automatiquement. Justement, sur cette tendance no-code, Alexandre, est-ce que tu veux rebondir? Est-ce que, une question que se posent certains, est-ce que le no-code va tuer le code? Et les développeurs, est-ce que on va uberiser le métier du développeur ou pas? Ouais, effectivement, c'est tout à fait compréhensible de se poser la question et potentiellement en avoir peur, mais non, j'ai pas trop peur de ça. Le no-code est en expansion, il commence à avoir des choses intéressantes. Je pense par contre que ça restera un outil que des projets, des entreprises pourront utiliser, notamment pour faire ce qu'on appelle des POC. Hein. Par exemple, c'est lancer une première version pour tester si un business est valable, hein, par exemple. Avant de se lancer dans le développement d'une application complète, on peut se lancer des premières versions en POC, en no-code, qui permet peut-être pas forcément d'avoir une application sur mesure, complètement paramétrable, mais ça c'est plutôt en réutilisant des choses ou en utilisant des choses qui ont été déjà paramétrées. Mais voilà, pour moi, ça reste un outil, éventuellement possibilité de faire des applications simples en no-code. Après, pour tout ce qui va être complexe, dès qu'on veut que l'application soit intégrée, communique avec d'autres applications, hein, parce que ça, c'est tout de suite une application toute seule dans son coin, c'est pas très intéressant. Hein, il faut qu'elle communique avec un écosystème. Donc là, forcément, il y aura encore beaucoup de travail pour les développeurs. Et même si le no-code veut vraiment remplacer de plus en plus le code, il faudra bien des gens pour faire le no-code, donc pour faire les outils qui font du no-code. Donc non, il y a encore de belles années pour les développeurs, il n'y a aucun problème. Donc effectivement, c'est des nouveaux outils low-code, no-code qui sont complémentaires. Ce qu'on voit souvent, c'est que exprimer un besoin, c'est pas évident pour les utilisateurs. Et justement, on va passer par cette phase de proof of concept. C'est aussi une manière pour les utilisateurs d'adapter leurs besoins, de voir aussi comment est-ce qu'ils vont travailler avec la nouvelle application, et finalement de gagner en maturité sur le projet, pour que quand on le passe à un développeur, on gagne pas mal de temps sur cette phase justement de description du besoin avec quelque chose qui est déjà un petit peu prototypé. Et derrière, on passe à la phase d'une vraie application avec des sujets de performance aussi, parce que forcément, le no-code, on a des outils, ça prend de la performance, et que d'ailleurs, c'est dur d'avoir des applications hyper performantes dans ces nouvelles technologies-là. Mais voilà, des nouvelles tendances qui sont intéressantes. Est-ce qu'il y a d'autres sujets à regarder de près pour les années à venir, Alexandre, que tu as identifié, sur lesquels il est important de surveiller? Oui, je pense que c'est un sujet de plus en plus actuel, hein, enfin qui existe déjà et qui est de plus en plus en développement, c'est tout ce qui est cybersécurité. Hein. On le voit, toutes les entreprises subissent des attaques, parfois souvent échouées, mais parfois qui peuvent poser des vrais problèmes. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle les nouveaux métiers. Avant, on avait les développeurs. Ensuite, on a eu des DevOps, hein, qui sont des développeurs qui s'occupent de la partie déploiement, on va dire, de l'application. Et maintenant, on parle de DevSecOps, hein, qui sont des développeurs qui ont aussi cette sensibilité et leur spécialité, hein, sur la cybersécurité aussi. Donc ça, c'est des métiers en plein développement, c'est sûr. Des spécialités en plein développement. Ouais. Bon, des belles tendances à arriver, et puis il y en a encore d'autres. On aurait pu parler de RPA, on aurait pu parler de pas mal d'autres choses. On voit effectivement la sécurité, hein, comme un enjeu majeur dans le numérique. Alors c'est vrai, quand on parle de sécurité, on parle souvent de sécurité autour de l'infrastructure. Hein. C'est d'abord sécuriser les systèmes et les réseaux pour pas que les pirates puissent rentrer, et puis qu'on puisse sauvegarder les données. Mais maintenant, quand on est au niveau du code, c'est sûr que c'est des vrais enjeux. Donc des langages qui évoluent, les langages d'hier ne sont pas les langages de demain. On le voit notamment au niveau des langages front, hein, c'est souvent entre les langages et les outils qu'on utilise, les frameworks qu'on change à peu près tous les ans, des nouvelles tendances. On a parlé du low-code et du no-code, la cybersécurité. Peut-être pour conclure pour ce soir, s'il fallait aller entre deux qualités majeures pour un développeur, pour être finalement le bon développeur quelque part de demain, quelles seraient ses qualités? Je commence peut-être par Alexandre. Moi, je le vois au quotidien, parce que avoir une grosse équipe de développeurs,
ça demande du coup d'être en veille et d'identifier des profils un peu de façon très récurrente, hein, et de trouver des développeurs qui sont très bons techniquement. C'est déjà difficile, mais ça suffit pas. Il faut aussi des personnes qui sont capables de travailler en équipe. Donc ça, c'est vraiment important que ce soit sur le plan opérationnel et sur le plan aussi relationnel, hein, d'avoir une équipe qui marche bien ensemble. Donc je choisirais le mot de team player du coup. Team player, super. Donc effectivement, on le voit, on a besoin de hard skills, mais pas que de hard skills, et soft skills aussi au cœur, hein, des compétences dont on a besoin demain. Donc une team player pour Alexandre. S'il y avait, voilà, on va en choisir un mot-clé pour Hugo. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant? On n'a pas le son. On n'entend pas Hugo. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Je disais la motivation, parce que c'est un secteur qui évolue extrêmement vite. Donc, il faut toujours rester motivé, toujours rester à l'écoute. Motivation et curiosité aussi, hein, des nouvelles technologies qui arrivent et toujours être prêt à faire la bascule à tout moment, parce que, comme on l'a dit, tous les jours, il y a des nouveaux langages qui sont créés. Tous les ans, le langage à la mode change. Donc, voilà, la motivation et la curiosité. La motivation, la curiosité, le travail en équipe, bon, des belles valeurs pour tous ces métiers, cette variété de métiers et de missions. Donc, une filière qui est vraiment passionnante. Je vous remercie beaucoup, Hugo, Alexandre, pour le temps que vous avez passé ce soir. On espère que pour toutes les personnes qui réfléchissent à leur orientation, qui souhaitent s'interroger sur l'intérêt d'aller dans ces métiers-là, métiers qui sont, on le rappelle aussi, hein, très ouverts. On voit beaucoup d'hommes, mais qui sont aussi très ouverts aux femmes. On a de plus en plus d'expertes développeues. Hein. C'est vrai que vous regardez aux États-Unis, c'est une évidence que les femmes soient des expertes. Ça l'est un petit peu moins en France, mais c'est en train de changer. Donc ça c'est chouette. Donc on vous invite aussi à vous lancer dans ces carrières-là, quels que soient vos âges. C'est des carrières qui ont une employabilité hyper garantie pour les années à venir, et vous n'allez pas faire un métier, vous allez en faire plein. Donc ça, c'est un métier qui est extrêmement, une filière qui est extrêmement riche. Merci encore. Bonne soirée à toutes les personnes qui ont pu nous écouter ce soir. Et puis, vous n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour étudier justement vos projets de formation dans le domaine de l'informatique et particulièrement de la filière du développement. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Merci.